Si je suis là, c'est parce que j'ai une interview exclusive avec Michael Jackson. Interview qui sera reprise par tous les hebdomadaires des États-Unis. J'avais l'intention d'intituler cet article pour Michael Jackson on déroule le tapis rouge, mais j'ai plutôt l'impression que je vais l'intituler Michael Jackson ne viendra pas en Floride tant qu'il sera interdit au Beverly Palm Hotel. Parce qu'ici, on refuse le nègre. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette 72e Formule Express de retour à l'écran. Moi c'est Max et aujourd'hui on part direction la Californie pour retrouver l'un des flics les plus culottés, bavards et attachants du cinéma hollywoodien. Je parle bien sûr de l'une des sagas cultes des années 80 et 90, celle du flic de Beverly Hills emmené par Eddie Murphy au sommet de sa gloire. Sorti en France le 27 mars 1985, le premier volet réalisé par Martin Brest va immédiatement s'imposer comme un carton planétaire, mélangeant avec brio action et comédie et offrant à Eddie Murphy le rôle le plus emblématique de sa carrière. Le succès est tel que deux premières suites verront le jour en 1987 sous la caméra de Tony Scott, puis en 1994 avec John Landis, inscrivant Axel Foley parmi les personnages incontournables du cinéma américain. Au fil de ses aventures, notre flic de Détroit aux méthodes pour le moins atypiques va semer la pagaille dans les quartiers huppés de Beverly Hills, jonglant entre répliques cultes, cascades explosives et une bande-son devenue mythique grâce au désormais légendaire Axel F, composé par Harold Faltermeyer. Et après 30 ans d'absence, Axel Foley est revenu en 2024 avec un quatrième opus, Le flic de Beverly Hills, Axel F, sorti directement sur Netflix le 3 juillet 2024. Avec ce retour, Eddie Murphy retrouve son rôle fétiche, entouré de nouveaux visages, mais aussi de plusieurs figures bien connues de la saga, pour tenter de rallumer la flamme d'un personnage qui a marqué toute une génération et continue aujourd'hui de résonner dans la pop culture. On va donc retracer ensemble l'histoire d'une saga qui traverse 4 décennies, entre action, humour et nostalgie. Mais avant ça, le flic de Beverly Hills, chapitre 1, ça raconte quoi ? Axel Foley, jeune flic de Détroit, voit son ami d'enfance Mickey Tandino revenir d'exil avec des histoires louches liées à une galerie d'art de Beverly Hills. Quelques heures plus tard, Mickey est assassiné sous ses yeux. Refusant de laisser l'affaire classée, Axel part à Beverly Hills sous couvert de vacances pour mener sa propre enquête. Sur place, il retrouve Jenny Summers, amie commune, et découvre que derrière la façade luxueuse de la galerie se cache Victor Maitland, un homme d'affaires puissant aux activités douteuses. Pris en filature par la police locale, il croise la route du lieutenant Bogomil et de deux flics aux méthodes rigides, Taggart et Rosewood. Malgré leurs différences, Axel impose son style, infiltration improvisée, humour décalé et flair infaillible. Son enquête l'entraîne au cœur d'un trafic international où son culot et sa ténacité feront la différence, quitte à bouleverser l'ordre bien établi de Beverly Hills. Mon cher Victor, je sais que vous êtes dans des tas d'histoires merdiques. Et quelque chose me dit que vous avez fait tuer Mickey. Je vais bien sûr m'en assurer. Et si c'était le cas, ça va aller très mal. Ah, vraiment. Maintenant, écoutez-moi, petit remueur de merde. J'ignore qui vous a mis une idée aussi saugrenue dans la tête. Et je ne peux pas croire que vous avez trouvé ça tout seul. Mais ce qu'il y a de beaucoup plus grave, c'est que vous ne savez pas qui est réellement celui qui se trouve en face de vous. Et ça risque de vous surprendre. Donc, le conseil que je vous donne, moi, c'est de repartir à Détroit dans votre trou à rats, pendant qu'il en est encore temps. Pour faire simple, l'idée du flic de Beverly Hills est revendiquée à l'origine par deux personnes. Deux producteurs travaillant à la Paramount, chacun affirmant avoir vécu une anecdote presque banale qui leur aurait inspiré le concept. Ça vous plaît ? C'est moi qui l'ai fait. D'un côté, il y a Michael Eisner, futur grand patron de Disney, qui travaille encore à l'époque pour le studio à la Montagne Étoilée. Un soir, il est victime d'un cambriolage. À peine 2 minutes plus tard, la police de Beverly Hills débarque et arrête les malfaiteurs. You're under arrest. De là, Eisner se dit « Et si un film racontait la confrontation entre un policier venu d'un milieu populaire et les habitants ultra protégés de Beverly Hills ?» De l'autre côté, Don Simpson raconte une version différente. Selon lui, l'idée lui serait venue après avoir été arrêté par la police de Beverly Hills alors qu'il conduisait sa Camaro. Il s'était alors demandé « Et si j'avais été au volant d'une vieille guimbarde, comment m'aurait-il traité ?» Qui dit vrai, qui enjolive, qui invente, peu importe. Ce qui est certain, c'est qu'en 1977, Don Simpson contacte le scénariste Danny Laubach pour mettre en forme l'idée d'un film dans lequel un flic de la rue vient semer la pagaille dans les beaux quartiers de Beverly Hills. L'idée m'est venue sur la plage de Santa Monica. J'ai appelé Don et je lui ai dit « J'ai une histoire. Si vous voulez que je fasse une présentation, je peux venir tout de suite sans problème. »
Je présente donc l'histoire quand Michael Eisner m'interrompt et dit « Stop ! Ton idée est fantastique, pas besoin de grandes lignes, passe directement au scénario. » C'est ainsi que l'histoire a commencé. J'ai écrit le scénario sur la base de leur feu vert pour mon histoire. I wrote the original screenplay on the basis of their approval of my story. En 1981, Danny Lobach livre enfin un premier traitement intitulé Beverly Drive. Le ton est alors très sérieux. Un polar urbain, violent, centré sur un flic de Pittsburgh nommé Eli Axel. Pas de blague, pas de second degré. Le scénariste imagine même pour incarner ce personnage des acteurs comme Al Pacino, James Caan ou Clint Eastwood. Vas-y, allez, fais-moi plaisir. Le scénario plaît à Paramount, mais le projet reste finalement dans les cartons. Jusqu'en 1983, quand le studio connaît un énorme succès avec Flashdance, produit par un certain Don Simpson, désormais associé à un autre producteur en pleine ascension, Jerry Bruckheimer. Fort de ce triomphe, le duo Simpson-Bruckheimer a désormais carte blanche. Il décide donc de relancer le projet et surtout de lui donner une nouvelle direction. Ils font appel à Daniel Petrie Jr., un nouveau scénariste qui va élaborer la structure, l'histoire et les personnages. Simpson et Bruckheimer en sont persuadés. Ils tiennent quelque chose de grand. Reste une question essentielle, qui va incarner ce flic ? À ce moment-là, on pensait que le rôle irait comme un gant à Mickey Rourke, se souvient Jerry Bruckheimer. C'était l'une des stars en vue de l'époque. On l'a donc retenu, et Daniel Petrie Jr. a commencé à refaire le scénario pour Mickey. On lui a donné 400 000 $ pour qu'il ne s'engage pas sur un autre film. Et forcément, développer le scénario a pris plus de temps que prévu. Le contrat a donc pris fin, et Mickey est parti sur un autre film. Un contretemps qui n'est pas pour déplaire au scénariste Daniel Petrie Jr., qui souhaite depuis le départ donner une direction plus comique à cette histoire. Et donc là, tout change. Le héros devient Axel Foley, et il n'est plus flic à Pittsburgh mais à Détroit. Le scénario trouve alors le bon équilibre, un mélange d'action et d'humour qui donne enfin son identité au futur flic de Beverly Hills. C'est alors que Paramount a une idée un peu folle, proposer le rôle à Sylvester Stallone. Nous sommes au tout début de l'année 1984. Stallone est déjà une star immense grâce à Rocky et Rambo. Et contre toute attente, il accepte immédiatement, mais à une condition, réécrire le script à sa façon. Donc encore un nouveau changement de cap radical. Dans la version Stallone, Axel devient Axel Cobretti, un super flic beaucoup plus sombre, dans une intrigue ultra violente et très sérieuse. Plus question de gags ni d'humour décalé. Stallone veut un film d'action pur et dur avec des fusillades, des explosions et un héros quasi invincible. Forcément, le budget s'envole. Les producteurs Simpson et Bruckheimer, eux, se grattent la tête. Ce n'est plus du tout le film qu'ils voulaient faire. Paramount décide finalement de stopper net la version Stallone. Trop cher, trop éloigné du ton souhaité. Sly quitte le projet en claquant la porte, mais il n'oubliera pas ses idées. 2 ans plus tard, il les recyclera pour écrire et interpréter Cobra. C'est ici que la loi s'arrête et que moi, j'interviens. À ce moment précis, le flic de Beverly Hills est dans l'impasse. Martin Brest, un jeune réalisateur prometteur qui avait été choisi par Simpson et Bruckheimer pour mettre en scène le projet avec Sylvester Stallone en tête d'affiche, n'était déjà pas vraiment emballé pour s'embarquer dans l'aventure. Il n'arrêtait pas de me harceler. Jerry Bruckheimer m'appelait même toutes les 20 minutes. Et quand j'ai répondu, il m'a dit « Tu ne raccroches pas avant d'avoir donné ton accord ». C'est alors que j'ai pris une pièce de monnaie et je lui ai dit « Je vais jouer à pile ou face ». Et je te jure que quel que soit le résultat, je me tiendrai à celui-là. Si la décision est de ne pas faire le film, je ne ferai pas le film. Si c'est oui, alors je le ferai. Finalement, la pièce tombe sur face, et face c'était « Je dois faire le film ». Et là, je me suis dit « Quelle barbe !» Et par la suite, j'ai même encadré cette pièce qui a décidé de mon avenir sur ce film. Martin Brest décide après quelques modifications de conserver les idées du scénario original écrit par Daniel Petrie Jr. Mais encore faut-il trouver un acteur capable d'incarner ce nouveau ton comique à l'écran. Le duo de producteurs se tourne alors vers un certain Eddie Murphy. Salut, ça va? On est parti avec Don dans le New Jersey, se souvient Jerry Bruckheimer, pour convaincre Eddie Murphy. On a dû lui raconter l'histoire parce qu'il venait à peine de recevoir le scénario. Et à la fin du discours de Don, Eddie nous a dit « Je suis partant ». À cette époque, Eddie Murphy est la star montante de la comédie américaine.
Révélé par le Saturday Night Live, il a déjà explosé au cinéma avec 48 heures et un fauteuil pour deux, dont je vous avais déjà raconté l'histoire dans un précédent épisode. Le contrat est signé le 13 avril 1984, soit à peine moins d'un mois avant le début du tournage. La pré-production se fait donc dans une urgence absolue. Tout le monde sait qu'il faudra improviser, réécrire en cours de route et surtout s'adapter à la personnalité volcanique de Eddie Murphy. Regarde bien mes lèvres, hein. Je veux $5,000. Regarde bien mes lèvres, hein. Je veux $5,000. Heureusement, le reste du casting avait déjà été recruté pendant l'épisode Stallone. C'est Amy Heckerling, future réalisatrice de Clueless et Allô Maman et 6 bébés, qui recommande Judge Reynolds pour le rôle de Billy Rosewood, l'un des deux policiers de Beverly Hills qui feront équipe avec Axel Foley. Approuvé par Sly malgré un profil d'acteur de comédie, il est naturellement conservé par le réalisateur Martin Brest, justement pour ce profil qui colle parfaitement au ton désormais léger du film. Police! Vous êtes en état d'arrestation! Jetez vos armes à vos pieds! Ensuite, reculez-vous de 2 pas, les mains en l'air et on se dépêche! Bien, fiston. Extra. Pour incarner son coéquipier, le plus expérimenté Taggart, le choix se porte sur John Ashton, un acteur plutôt remarqué à la télévision jusqu'à présent. Ensemble, ils forment un duo comique construit sur le modèle de Laurel et Hardy, parfait contrepoint au style explosif d'Axel Foley. Ça va, les gars, vos conneries ne m'impressionnent pas, mais si vous me cherchez, vous allez me trouver. Ne me touchez pas. Pas te faire foutre, je te dis. Viennent notamment compléter le casting Ronny Cox, le futur Dick Jones de Robocop, Lisa Elbacker, vue notamment dans Le Justicier de minuit aux côtés de Charles Bronson, et Steven Berkoff qui incarnait le méchant colonel russe dans Rambo 2. Le tournage débute le 7 mai 1984 entre Détroit et Los Angeles avec un scénario pas encore terminé. Martin Brest se retrouve à tourner des scènes dont la fin n'est pas encore écrite. Mais il a une arme secrète, Eddie Murphy, capable d'improviser des dialogues hilarants et de donner une couleur unique au personnage d'Axel Foley. Dès que la caméra se mettait en route, Eddie se transformait, se souvient Judge Reynolds. Il avait ce genre d'aplomb qu'ont habituellement les gens 2 fois plus âgés que lui. Vous direz à Victor que Ramon, le jeune homme du motel, se souviendra. Dites-lui que Ramon a été au dispensaire et que les médecins ont dit qu'il avait un petit début de... Et que je crois que lui, Victor, devrait aller voir son docteur pour s'assurer que tout va bien avant qu'il en fasse cadeau à tout le monde. Il est préférable, je pense que ce soit vous qui... Ah oui, je crois en effet que c'est préférable. À Détroit, l'équipe filme la première séquence spectaculaire du film. Une poursuite avec un camion de cigarettes volé qui se termine dans un chaos de voitures accidentées et de fruits écrasés. Une scène qui va occuper les 2 premières semaines de tournage dans les quartiers industriels de Highland Park. C'est justement lors des repérages à Détroit que le réalisateur Martin Brest rencontre l'inspecteur Gilbert Hill, un vrai flic de la ville. Impressionné par son charisme, les producteurs lui demandent de jouer un rôle dans le film, celui de l'inspecteur Todd, le supérieur d'Axel. Eddie Murphy lui emprunte même une habitude, porter son arme dans le dos, qui deviendra un détail marquant du personnage. Le maire a appelé le chef a appelé le sous-chef, et le sous-chef est venu me botter le cul. Non mais tu ne te rends pas compte de ce que tu fais. Patron, t'as vraiment le plus beau cul de tout le commissariat. Ne te fous pas de moi, Axel. Pas aujourd'hui. Direction Los Angeles pour la suite des prises de vue, où l'équipe se heurte à un obstacle inattendu. Beverly Hills n'autorise en effet les tournages que sur une plage horaire très réduite, de 18h à 22h30. Résultat, les scènes de nuit doivent être déplacées à Pasadena, dont les villas ressemblent au manoir de Beverly Hills. C'est pendant ces sessions nocturnes qu'est tournée la fameuse scène de la banane dans le pot d'échappement. C'est pas vrai. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Qu'est-ce que vous faites ici si tard? Dites donc, vous manquez pas d'air, vous. Si vous êtes toujours furieux après moi à cause des bananes, je vous fais mes excuses. C'était juste pour avoir un peu de temps à moi. Mais j'aurais bien voulu être là pour voir la tête que vous avez fait quand la bagnole a calé. Dans le scénario original, Axel devait piquer une pomme de terre dans la cuisine de son hôtel pour piéger la voiture des policiers. Mais la production n'a ni le temps ni l'argent de tourner la séquence dans la cuisine. Sur le plateau, quelqu'un remarque un stand de fruits déjà éclairé pour une autre scène. On change donc de gag, ce sera une banane. Et cette improvisation deviendra l'une des scènes les plus cultes du film. Le tournage est intense, mais se déroule finalement sans incident majeur. Martin Brest encourage toute l'équipe à improviser et beaucoup de dialogues cultes naissent sur le vif. Martin Brest adore faire plein de prises, se souvient John Ashton. On commençait toujours par ce qui était écrit dans le scénario, et puis après il nous disait « Allez bon, amusez-vous maintenant ». Et on a beaucoup fait ça pendant le tournage.
Martin Brest savait nous écouter, raconte Judge Reynolds. Il faisait confiance à 100% à tout le cast. Il savait qu'il avait un super cast, il a un formidable enthousiasme qui était contagieux et il savait vraiment nous écouter. À cause de délais de production extrêmement serrés, la bande originale du film doit être composée pendant le tournage. C'est le compositeur allemand Harold Faltermeyer qui est engagé pour relever le challenge. Dès qu'on finissait une journée de tournage, se souvient Martin Brest, on filait immédiatement au studio d'Harold pour écouter ses compositions. Et une fois validées, on lançait immédiatement le mixage. Inspiré par les sonorités électroniques de l'époque, Faltermeyer compose notamment un thème musical simple grâce à 3 synthétiseurs de marque Roland et Yamaha. C'est le fameux Axel F. À la sortie du film, il deviendra un tube mondial, l'un des hymnes emblématiques des années 80. D'autres sons viennent compléter la bande originale, notamment la Neutron Dance du groupe Pointer Sisters. Un morceau choisi par le réalisateur lui-même pour illustrer la fameuse scène d'action d'introduction dans Détroit. Pour Martin Brest, l'idée est que ce sont les chansons qui soient la force motrice de l'action, encore plus que les effets sonores. Pour la scène du bar, c'est la stripteaseuse qui apparaît dans cette séquence qui a suggéré elle-même le son Nasty Girl, interprété par Vanity et composé par un certain Prince. Les prises de vue s'achèvent à l'automne 1984. Côté budget, Paramount avait prévu 14 millions de dollars. Le film est terminé pour 13 millions. Et Eddie Murphy touche à lui seul 4 millions, preuve de son statut déjà immense. Le 5 décembre de cette même année 1984, le flic de Beverly Hills sort aux États-Unis. Et c'est un raz-de-marée. Le film reste numéro 1 au box-office pendant 13 semaines consécutives, surclassant des mastodontes comme Indiana Jones et le Temple Maudit ou Ghostbusters. Il devient le plus gros succès de l'année 1984 aux États-Unis, avec plus de 234 millions de dollars de recettes. En France, le film arrive dans les salles le 27 mars 1985. Porté par le bouche à oreille et l'énergie communicative d'Eddie Murphy, le film atteindra près de 3 millions d'entrées sur notre sol. Et c'est ainsi qu'un projet chaotique, né d'une idée vague à la fin des années 70, passé par Mickey Rourke, transformé par Stallone, sauvé in extremis par Eddie Murphy, devient l'un des plus grands succès des années 80, marquant durablement la pop culture. Hé, déclenche l'alarme, ça va péter! Pas question sans feu vert! T'as le feu vert! Après le triomphe planétaire du premier film, Paramount ne pouvait évidemment pas en rester là. Avec plus de 316 millions de dollars récoltés dans le monde, le flic de Beverly Hills avait non seulement rempli les caisses du studio, mais aussi propulsé Eddie Murphy au rang de superstar mondial. À peine un an plus tard, les dirigeants de Paramount envisagent donc de prolonger la franchise, mais pas forcément au cinéma. L'idée initiale est de développer une série télévisée dérivée du premier film. Mais Eddie Murphy refuse d'y participer, ne souhaitant pas s'enfermer dans un rôle qui pourrait à terme lasser et ruiner sa carrière alors en pleine ascension. Stoppez tout! Stoppez tout! Par contre, il se déclare prêt à tourner un second long métrage. Il n'en fallait bien évidemment pas moins pour lancer immédiatement la production d'une suite. Au départ, le scénario du deuxième film devait se dérouler entre Londres et Paris, dans une intrigue internationale où Axel Foley affrontait un réseau de contrebande en mode James Bond. On voulait concentrer la saga sur le personnage, en disait à l'époque le producteur Don Simpson. Comme ça, on aurait pu lui faire le tour du monde. Mais Eddie Murphy fait savoir qu'il refuse de tourner à l'étranger, il veut rester aux États-Unis, près de ses repères et de son public. Pour mettre en scène cette suite, Simpson et Bruckheimer sollicitent à nouveau Martin Brest. Mais le réalisateur du premier film décline l'offre, pas vraiment motivé à remettre le couvert. Le duo se tourne alors vers celui qui vient de leur offrir un énorme carton avec Top Gun, un certain Tony Scott. Son style visuel sophistiqué, baigné de fumée et de lumière dorée, s'accordant parfaitement à l'univers clinquant de Beverly Hills. Cette suite, je dirais que ce sera le mélange entre 48 heures et le premier flic de Beverly Hills. Je vais essayer d'attirer le public vers deux directions à la fois. Mon but, c'est de l'épuiser. Je veux le secouer avec des explosions d'action, puis lui offrir des moments de répit.
Et à ce moment-là, il ressentira l'humour avec encore plus d'intensité. Et vous, qui êtes-vous? Je m'appelle Johnny Porte-Bonheur, c'est un nom créole, je suis un médium. Et j'arrive de l'île de Sainte-Croix. Oui, je suis le plus grand médium des Caraïbes. Toi, je te connais pas, mais attends. Tu t'appelles, Lutz, c'est ça? Le grand chef Lutz, je me trompe pas, hein? Parce que ton nom, il m'a pété en plein les yeux. Et toi, tu t'appelles... Biddle, j'allais le dire. Ah oui, si tu m'avais donné 2 secondes, j'aurais parlé le premier. J'ai pas besoin qu'on me souffle parce que je suis Johnny Porte-Bonheur, roi de la lecture si chic. Et si on a besoin de moi, ben y a qu'à dire Johnny Porte-Bonheur et j'arrive pile tout de suite. Le scénario connaît plusieurs versions. Le premier traitement, signé Larry Ferguson et Warren Skeren, est jugé trop faible. Plusieurs auteurs s'y succèdent avant que Daniel Petrie Jr., déjà co-scénariste du premier film, débarque en tant que script doctor et ne parvienne finalement à équilibrer l'action et l'humour. L'intrigue finale met en scène Axel Foley revenant à Beverly Hills pour enquêter sur une série de braquages spectaculaires, les Alphabet Crimes, qui ont touché directement le commissaire Bogomil devenu son ami après la première aventure. Pour résoudre cette affaire, il va de nouveau faire équipe avec Rosewood et Taggart. Allez, on va régler ça tous les trois, hein. Tous pour un pour tous. Écoute, Lutz ne pense qu'à nous balancer aux ordures. J'ai pas envie de perdre mon job ni ma retraite. Écoutez, il y a de ça 2 ans, j'ai failli perdre mon job. Et ce mec a pris tous les risques, rien que pour moi. C'est vrai ou pas? Oh, d'accord. Mais on doit faire ça dans l'ombre. Hein. Faut qu'on navigue en sous-marin. Judge Reynolds et John Ashton remplissent donc naturellement aux côtés d'Eddie Murphy, ainsi que Ronny Cox qui jongle en même temps avec le tournage de Robocop. Une nouvelle tête fait son apparition dans ce second opus, celle de Brigitte Nielsen, alors épouse d'un certain Sylvester Stallone. Nielsen prête sa stature glaciale au rôle de Carla Frye, figure féminine aussi élégante que dangereuse. Dites, ça doit prendre longtemps pour raser ces jambes-là. Je suppose que c'est censé être un compliment. Non, c'est une façon de proposer mes services. Non, sans façon. À leur côté, Jürgen Prochnow, un acteur allemand vu notamment dans l'excellent Le Bateau de Wolfgang Petersen, hérite lui du rôle du bad guy, tandis que de petites apparitions viennent ponctuer le film, notamment celle d'un tout jeune Chris Rock qui signe là sa toute première apparition au cinéma, et celle de Gilbert Gottfried dans une scène tordante totalement improvisée. Vous n'auriez pas une Mercedes-Benz noire, numéro de plaque CRL 507? 507, mais c'est à ma femme, c'est sa voiture, c'est pas la mienne. Oui, mais il y a 25 non, elle est à mon nom, mais elle est pas à moi, elle est à ma femme. Alors ça, non, salope. Paramount accorde au duo de producteurs Simpson et Bruckheimer un budget de 27 millions de dollars. Une sacrée somme à l'époque qui inclut le cachet mirobolant d'Eddie Murphy, chiffré à 8 millions de dollars avec un pourcentage sur les recettes. Ce qui fait de lui à ce moment l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood. La direction photo confiée à Jeffrey Kimball, déjà chef opérateur de Top Gun, renforce la signature visuelle de Tony Scott. Reflets métalliques, halos lumineux, fumée omniprésente et caméra mobile. Le tournage débute le 10 novembre 1986 à Los Angeles et sur le plateau, le climat n'est pas toujours détendu. Eddie Murphy, désormais conscient de son aura, improvise beaucoup moins qu'auparavant et tient davantage à contrôler son image. Tony Scott, perfectionniste jusqu'à l'obsession, multiplie lui les prises. L'ambiance se tend, mais le résultat à l'écran est plus que convaincant. Le film est visuellement plus léché, plus rythmé, plus ambitieux que le premier opus. Le tournage ne se limite pas aux rues impeccables de Beverly Hills. Certaines scènes sont filmées dans des lieux aussi emblématiques qu'inattendus. L'une d'elles se déroule à la véritable Playboy Mansion, la célèbre demeure de Hugh Hefner qui y fait une apparition dans son propre rôle. Mon rôle, c'était de virer Eddie Murphy et les méchants de ma propriété. C'était pas grand-chose, mais ça m'a bien amusé de le faire. L'anecdote raconte qu'Eddie Murphy, déjà immense star à l'époque, a été accueilli comme un roi par Hefner et ses invités. L'équipe a tourné une partie de la séquence lors d'une véritable soirée Playboy, au milieu des convives, des mannequins et des gardes du corps. Pour Tony Scott, c'était l'occasion rêvée de capturer un moment dans ce temple du luxe et de l'excès, parfaitement en phase avec le ton bigger than life du film. Le tournage s'achève le 25 mars 1987, et là encore, la musique va jouer un rôle essentiel dans le montage final. C'est une nouvelle fois Harold Faltermeyer qui se charge de la bande originale du film en reprenant l'essentiel des sons qu'il avait composés pour le premier opus et en y ajoutant d'autres plus en phase avec une histoire plus axée sur l'action.
Même recette que 3 ans plus tôt, une véritable vitrine de la pop FM américaine vient s'ajouter au score de Faltermeyer. George Michael, The Jets, les Pointer Sisters et surtout Bob Seger, dont le morceau Shakedown grimpera en tête des charts et décrochera une nomination à l'Oscar de la meilleure chanson originale. Le flic de Beverly Hills 2 sort aux États-Unis le 20 mai 1987 et c'est un nouveau carton pour toute l'équipe. Le film encaisse plus de 150 millions de dollars de recettes pour un budget qui a finalement atteint les 31 millions. En France, le film sort le 26 août de la même année et c'est aussi un véritable succès avec près de 2,5 millions d'entrées. Avec près de 300 millions de dollars de recettes mondiales, il confirme Eddie Murphy comme roi du box-office. Les critiques, elles, sont plus divisées. Certains regrettent la perte de ton spontané et comique du premier film, d'autres saluent la sophistication de Tony Scott et la puissance de la mise en scène. Si ce deuxième volet ressemble finalement à une sorte de copier-coller du film original, il s'impose aujourd'hui comme l'un des plus emblématiques des années 80. Un film à la fois clinquant et rythmé, mélange parfait d'action, de style et de pop culture, symbole d'une décennie où l'on aimait tout ce qui brille. Les voitures, les héros et même la fumée. Et même si Axel Foley irait un peu moins, il y gagne quelque chose de plus grand, son statut d'icône du cinéma d'action hollywoodien. À la fin des années 80, Eddie Murphy est donc au sommet de sa popularité. Les 2 premiers flics de Beverly Hills sont cartonnés et Paramount envisage logiquement un 3e épisode. Mais contrairement à la mise en chantier rapide du 2e volet, ce 3e opus va connaître un développement chaotique de près de 6 ans. À partir de 1989, le duo Simpson et Bruckheimer réfléchit donc à ce 3e volet. Mais Eddie Murphy ne cache pas son scepticisme. Dans une interview, il déclare sans détour « Il n'y a aucune raison de faire un 3e film. Je n'ai pas besoin d'argent et ça ne va rien apporter de nouveau. Combien de fois peut-on encore voir Axel Foley parler trop vite et s'incruster là où il n'a pas sa place ?» Et il ajoute mi-ironique, mi-lucide « Si jamais vous me voyez faire le flic de Beverly Hills 3, vous pourrez être sûr d'une chose, j'ai dû toucher un très gros chèque. » Mais Paramount, elle, n'a pas dit son dernier mot. Le studio veut relancer la franchise et presse le duo de producteurs de trouver l'idée qui fera changer d'avis la star. L'idée d'envoyer Axel Foley à Londres ressurgit. On lui ferait traverser l'Atlantique pour secourir le capitaine Bogomil, retenu en otage lors d'une conférence internationale de la police. Une idée ambitieuse, mais rapidement freinée pour des problèmes de budget et de logistique. En parallèle, la relation entre Eddie Murphy et les producteurs Simpson et Bruckheimer se tend. Murphy veut plus de contrôle créatif et craint d'être enfermé dans un rôle comique alors qu'il aspire à tourner des films plus sérieux. Résultat, le projet stagne et les acteurs John Ashton et Ronny Cox finissent par annoncer ne plus vouloir participer à la saga. Au début des années 90, Paramount approche une nouvelle fois Tony Scott qui propose de développer une intrigue plus sombre, plus proche de ses aspirations. Mais Eddie Murphy rejette immédiatement cette approche, et Scott finit logiquement par quitter le projet. Un autre scénario écrit par Robert Towne mettant Axel face à sa propre célébrité est lui aussi rejeté. Devant la difficulté de donner vie à ce 3e épisode, Dom Simpson et Jerry Bruckheimer décident finalement de passer la main. S'il vous plaît, ça suffit, monsieur, ça suffit. En 1993, Paramount relance la machine en faisant appel cette fois à Joel Silver, producteur de Piège de cristal et Predator, pour trouver la bonne idée. Mais les négociations échouent. Le projet passe finalement entre les mains de Mace Neufeld et Robert Riem, 2 producteurs maison qui viennent de signer 2 beaux succès pour le studio, avec À la poursuite d'Octobre Rouge dont je vous avais déjà parlé dans un précédent épisode, et Jeux de guerre. Le scénariste d'un certain Piège de cristal, Stephen de Souza, arrive sur le projet. Il imagine le film comme un Die Hard dans un parc d'attractions. Un concept fun et spectaculaire, avec des manèges qui explosent et des poursuites sur des montagnes russes. Si l'idée séduit enfin tout le monde, la Paramount déchante rapidement. Les attractions prévues dans le script coûteraient près de 10 millions de dollars à construire, portant le budget global à près de 70 millions. Un chiffre jugé exorbitant. En parallèle, les résultats décevants des derniers films d'Eddie Murphy comme Boomerang et Monsieur le député incitent le studio à réduire la voilure. Le budget est donc ramené de 70 à 55 millions, ce qui entraîne une réécriture plus sage, recentrée sur l'enquête plutôt que sur l'action.
Pour mettre en scène ce troisième volet, c'est finalement John Landis, réalisateur qui a déjà collaboré avec Eddie Murphy sur Un fauteuil pour deux et Un prince à New York, qui est choisi. Landis connaît donc bien Eddie Murphy, mais leur collaboration ne s'annonce pas simple, les deux hommes ayant connu de fortes tensions sur le tournage d'Un prince à New York. Connard. C'est moi le connard, monsieur. Côté casting, seul Judge Reynolds accepte de rempiler. Un nouveau personnage, le détective John Flint, incarné par Hector Elizondo, remplace Taggart. Pour justifier son absence, une simple ligne de dialogue explique qu'il est parti à la retraite et s'est installé à Phoenix. Taggart, où est-il? Je serais ravi de le saluer. Alors pour ça, faudra aller à Phoenix. Taggart est en retraite. Il passe toutes ses journées dans les bois à rechercher ses balles de golf. Quant à Bogomil, son nom n'est même pas mentionné dans le scénario. Se joignent également au casting pour les plus connus, John Saxon, un éternel second couteau de série B, et Teresa Randall, vue notamment dans Malcolm X et Jungle Fever de Spike Lee. Le tournage finit par démarrer le 8 septembre 1993. Les prises de vue ont lieu principalement dans les studios d'Universal pour limiter les coûts, et dans le parc d'attractions Great America à Santa Clara en Californie, qui est transformé en Wonder World pour les besoins du film. Le parc sera en effet le théâtre de la traque menée par Axel Foley pour faire tomber le chef de la sécurité du site, qu'il soupçonne d'avoir tué le chef de la police de Détroit, l'éternel inspecteur Todd. Cet enfoiré a tué un officier de police à Détroit ce week-end. N'oubliez pas, on respecte le règlement par ici. Derrière la caméra, John Landis tente d'imposer son style habituel en ajoutant quelques clins d'œil comiques adressés directement aux spectateurs et en multipliant les caméos de ses potes réalisateurs. Les cinéphiles pourront notamment reconnaître au détour de plusieurs scènes Joe Dante, Barbet Schroeder, John Singleton et surtout George Lucas. Mais la sauce ne prend pas. Les rapports entre Landis et Eddie Murphy sont difficiles et cela se traduit à l'écran. L'acteur y paraît fatigué, absent, presque désabusé. Ici, son personnage est beaucoup plus sérieux, moins bavard, moins comique. Murphy dira plus tard qu'il n'aimait pas le ton du film et qu'il a joué Foley de manière plus froide. John Landis lui reprochera à Murphy son manque d'enthousiasme. Il expliquera aussi que la star ne voulait pas improviser, qu'elle n'était pas drôle. Et le chaos ne s'arrête pas là. Le budget officiel de 55 millions explose rapidement pour dépasser les 70 millions de dollars. Une somme que la Paramount refusait à tout prix d'atteindre. À tel point que le studio interrompt la production quelque temps pour reprendre la main sur les dépenses. Sur ce montant, 15 millions vont directement dans la poche d'Eddie Murphy dont l'implication est avant tout financière. Les prises de vue s'achèvent finalement le 25 janvier 1994 dans une ambiance toujours plus tendue. Si la musique avait un rôle important dans les deux premiers volets, elle est ici beaucoup plus en retrait. Excite Harold Faltermeyer, c'est Nile Rodgers, le leader du groupe de funk Chic, qui est chargé de composer la bande originale. Une bande originale qui sera sans relief, présente uniquement pour illustrer en fond les scènes d'action. Plusieurs titres de R&B seront choisis pour tenter de mettre un peu de corps à la bande-son, mais resteront pour la grande majorité au placard. Seul un titre de Terence Trent D'Arby que l'on entend pendant le générique de fin sort du lot. Le flic de Beverly Hills 3 sort aux États-Unis le 25 mai 1994 et ne suscite pas vraiment l'enthousiasme. Si les fans sont heureux de retrouver le personnage d'Axel Foley, le bouche à oreille est catastrophique. En fin de compte, le film ne rapporte que 42 millions de dollars sur le sol américain, bien loin des 70 millions de son budget. En France, ce troisième volet sort le 17 août 1994. Et même constat ici. Les fans sont au rendez-vous, mais le film peine à remplir les salles, dépassant péniblement le million d'entrées. Le flic de Beverly Hills 3 se sauve tout de même, rapportant environ 120 millions de dollars au total dans le monde. Un score correct, mais très loin des performances des deux premiers volets. La critique est globalement négative. On reproche au film d'avoir perdu son humour, d'être trop sérieux et de tourner à la caricature avec son parc d'attractions. Eddie Murphy lui-même reconnaîtra plus tard que le film était raté, allant jusqu'à déclarer qu'il l'avait fait uniquement pour l'argent. Cet échec marque aussi la fin d'une époque. Après ce flop, la saga s'endort pendant près de 30 ans avant son retour en 2024. Il aura fallu 30 ans pour revoir Axel Foley. Après l'échec critique et commercial du troisième épisode en 1994, la saga semblait enterrée. Mais à Hollywood, aucune franchise n'est jamais totalement morte. Dès la fin des années 90, Paramount imagine un quatrième film. Eddie Murphy, lui, n'est pas vraiment pressé. Il répète souvent qu'il n'a plus envie de jouer Axel Foley, à moins d'avoir un scénario à la hauteur. Après le troisième film, j'ai tout de suite dit que je n'en ferais pas d'autres si on n'avait pas de scénario solide. J'ai toujours été ouvert à faire des suites de mes films, mais uniquement si cela a du sens pour moi.
Et jusqu'à maintenant, aucun script que j'ai lu ne fonctionnait. Et je ne veux plus faire quelque chose de médiocre. Plusieurs projets passent d'abord entre les mains de différents scénaristes sans aboutir. En 2001, le projet refait surface. Un jeune scénariste, Jason Richman, est engagé pour écrire un nouveau traitement après ses réécritures réussies sur le film Bad Company de Joel Schumacher. Le studio croit en ce retour en grâce d'Axel Foley, mais son travail ne débouche pas sur quelque chose de vraiment concret. En 2006, le producteur Jerry Bruckheimer, qui avait passé la main sur le 3e volet, et désormais orphelin de Don Simpson qui nous a quittés en 1996, annonce vouloir ressusciter la saga. Mais il finit par abandonner une nouvelle fois devant le défi trop lourd que constitue déjà la mise en chantier de cette nouvelle suite. Un scénario composite mélange de plusieurs anciennes versions est tout de même présenté à Eddie Murphy à l'automne 2006. Et cette fois, contre toute attente, il est enthousiaste. Il y voit une occasion de retrouver l'esprit du premier film et surtout d'effacer le souvenir amer du 3e qu'il juge lui-même horrible. Mais il faut attendre encore 2 ans pour que Paramount officialise enfin le retour du projet, soit déjà 10 ans après que l'idée d'un 4e volet a été évoquée pour la première fois. Le réalisateur Brett Ratner, connu notamment pour Rush Hour, prend les commandes et promet un film fidèle au ton des premiers volets. Eddie Murphy signe pour son retour et les scénaristes Michael Brandt et Derek Haas sont engagés pour livrer une nouvelle version, intitulée provisoirement Beverly Hills Cop 2009. Dans ce scénario, Axel Foley devait revenir à Beverly Hills pour enquêter sur le meurtre de son ami Billy Rosewood. Mais le studio rejette finalement le script jugé trop convenu. Ratner tente de trouver une nouvelle approche et explique à Empire Magazine. C'est très difficile de faire un 4e film. On doit se poser les bonnes questions. Est-ce qu'Axel est encore flic? Est-il à la retraite? Est-ce qu'il retourne à Beverly Hills? Est-ce que Billy Rosewood revient? On veut retrouver le ton des débuts sans se répéter. Mais malgré l'implication d'Eddie Murphy, le projet s'enlise. Et en 2010, Ratner reconnaît que le film n'est pas pour tout de suite. Quelques années plus tard, le réalisateur sera finalement blacklisté par Hollywood, coupable de comportements plus que problématiques. En 2011, Eddie Murphy déclare qu'il ne croit plus au film. Paramount tente alors une nouvelle voie, produire une série télévisée centrée sur le fils d'Axel Foley qui tente d'échapper à l'ombre de son père. Un pilote est tourné en 2013 sous la direction de Barry Sonnenfeld, réalisateur notamment de La Famille Addams et de Men in Black. Eddie Murphy fait bien son apparition dans le pilote, entouré de quelques autres acteurs de la saga, mais il ne convainc pas la chaîne CBS qui choisit finalement de ne pas le diffuser. Immédiatement après cet échec, Paramount décide de remettre une pièce dans le nourrin et Jerry Bruckheimer revient une nouvelle fois à la table des négociations. Quelques mois plus tard, Paramount confirme officiellement. Eddie Murphy reprendra bien son rôle d'Axel Foley dans un 4e volet et touchera 15 millions de dollars pour ce retour. 2 scénaristes de renom, Josh Applebaum et André Nemec, qui ont notamment signé le scénario du 4e épisode de Mission Impossible, Protocole Fantôme, sont engagés pour écrire le script. Le film doit se dérouler principalement à Détroit, dans l'hiver le plus froid de l'histoire de la ville, alors qu'Axel revient enquêter après avoir quitté son poste à Beverly Hills. Le Michigan accorde 13,5 millions de dollars de réduction fiscale au projet, qui doit générer plus de 350 emplois et 56 millions de dollars de dépenses locales. Mais en 2015, à quelques mois du tournage, vous l'avez deviné, Paramount retire le film du calendrier, le scénario est jugé encore trop faible. Nouvelle tentative en 2016, 2 jeunes réalisateurs belges, Adil El Arbi et Bilal Fallah, à qui l'on doit notamment le 3e volet de la saga Bad Boys, sont à leur tour recrutés pour relancer le projet. Ils proposent un ton plus énergique, plus moderne, et même l'idée d'ajouter Tom Hardy ou Channing Tatum en duo avec Murphy. Mais les années passent et rien ne se tourne. Il faut attendre 2019 pour qu'une véritable et définitive avancée survienne. Paramount signe un accord inédit avec Netflix, lui cédant les droits de la franchise pour une seule suite et une option pour un 5e volet. Le projet devient officiellement Beverly Hills Cop Axel Foley. Jerry Bruckheimer reste à la tête de la production et opte en accord avec Netflix pour un scénario écrit par Will Beall, à qui l'on doit notamment le script d'Aquaman. Ce scénario voit le retour d'Axel Foley, désormais vétéran du service de police de Détroit, à Beverly Hills quand la vie de sa fille, devenue avocate, est mise en danger dans une affaire mêlant corruption policière et trafic de drogue. C'est pas mon premier passage à Beverly Hills. Ouais, j'ai vu ça. 84, 87 et 94. Mais cette ville a un peu changé depuis. Qu'est-ce qui vous ramène à Beverly Hills? J'ai reçu un appel de Billy. Il a des ennuis. Qu'est-ce que tu me demandes? D'agir à nouveau comme un flic. Après 3 décennies de report,
Le film entre donc en pré-production en 2022, bénéficiant d'un budget confortable de 150 millions de dollars. C'est finalement à Mark Malloy, un jeune réalisateur australien venu de la télévision, que Bruckheimer confie la mise en scène de ce 4e film qu'on n'attendait plus. Côté casting, on retrouve Joseph Gordon-Levitt et Taylor Page, mais aussi et surtout les figures historiques de la saga. Judge Reynolds bien sûr dans le rôle de Billy Rosewood, le retour de John Ashton dans le rôle de Taggart, mais également Paul Reiser, l'interprète de Jeffrey, collègue à Détroit de Foley, et Bronson Pinchot qui lui revient une nouvelle fois dans la peau du mythique Serge. On s'en blague. Y a pas de blague, y a pas de blague, y a pas de blague. Et pour endosser le costume du bad guy, un nouveau venu, Kevin Bacon. Le tournage débute le 29 août 2022 pour une durée de 58 jours à San Bernardino et dans plusieurs villes de Californie. Quelques scènes sont également et logiquement tournées aussi à Détroit. Le tournage s'avère lourd et éprouvant. Le réalisateur Mark Malloy ayant choisi de privilégier les prises de vue réelles pour les nombreuses scènes d'action plutôt que d'avoir recours aux effets spéciaux numériques. Malgré cela, l'ambiance reste bonne, toute l'équipe historique étant contente de se retrouver plus de 30 ans après. Le film sort le 3 juillet 2024 exclusivement sur Netflix dans plus de 190 pays en simultané. Pour la plateforme, c'est un énorme coup marketing, le film devenant rapidement l'un des plus visionnés de l'été 2024. Ce 4e volet marque à la fois la renaissance d'Axel Foley et un symbole, celui des années 80 ressuscité à l'ère du streaming. Eddie Murphy y retrouve un rôle culte, et le public lui redécouvre le plaisir d'entendre à nouveau le mythique thème Axel F résonner. Au final, la saga du flic de Beverly Hills, c'est bien plus que l'histoire d'un flic grande gueule débarqué dans un monde qui n'est pas le sien. C'est le parcours d'un personnage devenu culte, d'un acteur qui a explosé au bon moment et d'une franchise qui a traversé 4 décennies en se réinventant sans jamais renier ses origines. De 1984 à aujourd'hui, Axel Foley a survécu aux tempêtes créatives, aux changements d'époque, au budget qui s'envole, au scénario qui s'écroule. Et même à un 3e épisode dont son propre interprète ne voulait plus entendre parler. Et pourtant, Axel Foley est toujours là, toujours debout, toujours prêt à sortir une vanne au mauvais moment, à se faufiler où il ne devrait pas être, et à ramener un peu plus de Détroit dans les rues trop propres de Beverly Hills. C'est finalement ça la force de cette saga, un mélange d'action, d'humour, de culot et d'humanité qui continue de parler au public. Un héros imparfait mais terriblement attachant, un film qui a changé la carrière d'Eddie Murphy, et un personnage qui 40 ans plus tard reste un symbole de la pop culture. Voilà, c'était Max pour la saga du flic de Beverly Hills. On se retrouve très vite pour explorer ensemble les coulisses d'autres films. En attendant, tous nos autres épisodes sont toujours disponibles sur notre site retouralécran.fr, sur YouTube et sur les meilleures plateformes de podcast et de streaming musical. À très bientôt. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.